Manon Aubry, vous avez placé Gaza parmi vos thèmes de campagne. Pensez-vous que dimanche 9 juin, les Français iront voter aux européennes en pensant à Gaza? Je pense que le 9 juin prochain, les Français iront voter avec pas mal de préoccupations en tête. Et celle-ci? Notamment, mais ils iront aussi voter parce que le coût de la vie est trop cher dans notre pays et j'espère qu'ils seront sensibles aux propositions que l'on porte pour bloquer les prix des produits de première nécessité. Ils iront voter aussi, sans doute, en colère contre la réforme de l'assurance chômage, on y viendra, ou contre la réforme des retraites il y a un an maintenant, et ils iront prendre leur revanche dans les urnes le 9 juin. Il y a plein de raisons d'aller voter le 9 juin. Évidemment que ce ne sera pas que Gaza, mais on ne peut pas non plus détourner le regard sur ce qu'il se passe à Gaza. Nous avons face à nous sans doute l'un des pires massacres de notre temps. Plus de 35 000 civils qui sont morts, des enfants qui sont écrabouillés par des bombes, qui sont amputés, l'aide humanitaire qui ne parvient pas. On meurt à Gaza de famine. Alors, donc nous avons une responsabilité. L'Union européenne a une responsabilité. On va y revenir. Mais d'abord, on va revenir sur votre campagne. Sur la fiche officielle de votre campagne, qui a été dévoilée cette semaine, il y a en bonne place notamment Rima Hassan, qui est défenseuse de la cause palestinienne, qui est 7e sur votre liste. Si elle n'était pas élue, il vous faut 7%. Imaginons qu'elle ne soit pas élue. Ce serait l'échec de votre stratégie de campagne, axée justement sur la cause palestinienne, non? Bon, d'abord, je vous ai dit que notre campagne n'était pas uniquement axée sur ce sujet. Et je suis sûre que vous aurez l'occasion de m'inviter après le 9 juin pour faire le bilan d'une élection. En général, je fais le bilan après. Alors, je vous pose la question. Et moi, je fais campagne pour qu'elle soit élue, pour que Anthony Smith, 4e sur ma liste, inspecteur du travail, qui a été sanctionné par Elisabeth Borne parce qu'il a protégé aussi des salariés pendant la crise du Covid. Je fais campagne aussi pour qu'il soit élu. Je fais campagne pour que Damien Carême, député écologiste, soit... Mais tout ça, on va en parler de ces autres sujets. Mais là, pour l'instant, on est sur Gaza. Si Rima Hassan n'est pas élue, ce sera un échec. Non, moi je souhaite que Rima Hassan fait campagne, qu'elle soit élue. Si elle est élue, ce sera la première franco-palestinienne à siéger au Parlement européen. Avec elle, nous allons défendre la voie de la paix au Parlement européen. Nous allons défendre un embargo sur l'envoi d'armes pour que les armes de l'Union européenne et les armes françaises ne servent plus à massacrer le peuple gazaoui. Nous allons défendre la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Vous voyez, le procureur de la Cour pénale internationale a demandé un mandat d'arrêt à l'encontre des dirigeants du Hamas et de Benjamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Arrêtons-nous là-dessus. Parce que la France soutient cette initiative, la diplomatie française, mais en rappelant qu'il ne faut pas... les conséquences. En disant en tout cas qu'il ne faut pas mettre le gouvernement israélien et le Hamas sur le même plan. Pour vous, y a-t-il une différence entre le Hamas et le gouvernement israélien? Mais bien entendu, les chefs d'inculpation, d'ailleurs, ne sont pas Quelle est la différence pour vous? Ne sont pas les mêmes. Dans un cas, vous avez un gouvernement élu, et dans l'autre cas, c'est un groupe qui n'a pas la même légitimité démocratique. Mais pardon. Un groupe terroriste? Bien sûr que c'est un groupe qui est classé comme terroriste par l'Union européenne, mais la question qui est posée à la fin des fins, que fait la diplomatie française? En mettant à distance cela, finalement, ils exemptent le gouvernement israélien de leurs responsabilités. Et moi, je refuse cela. C'est pas parce que vous avez un gouvernement démocratiquement élu qu'il ne commet pas des massacres. Et c'est bien au contraire, il a une responsabilité qui est double. Et donc la responsabilité de la France, c'est d'en tirer les conséquences. Est-ce que vous diriez à ce moment-là qu'Israël a une responsabilité supérieure au Hamas? À l'heure actuelle, vous avez un gouvernement israélien qui est en train de commettre des massacres dans la bande de Gaza. Et que fait la France pour que cela s'arrête? Où est la diplomatie française? Vous dites pas de signe égal entre le Hamas et le gouvernement israélien, je l'ai bien entendu. Mais aujourd'hui, par nature, ils sont différents. Mais la différence, justement, entre le gouvernement français et moi, c'est que, pour moi, une vie israélienne vaut une vie palestinienne. Et donc, je me bats pour protéger tous les civils. Depuis le 7 octobre, nous n'avons eu de cesse de dire qu'il faut qu'il y ait des poursuites internationales qui soient lancées à la fois contre les dirigeants du Hamas et contre le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. En même temps. Mais bien sûr, parce que le droit international n'est pas à géométrie variable. Vous voyez, c'est ma singularité dans cette campagne. Pas de droit international à géométrie variable. Et donc, il est temps que la France et l'Union européenne reconnaissent désormais l'État de Palestine pour retrouver la voie de la paix et du dialogue au Proche-Orient. On va parler de la Nouvelle-Calédonie, où la situation reste tendue malgré le déplacement d'Emmanuel Macron en milieu de semaine. Gabriel Attal, lui, a annoncé un durcissement de l'indemnisation chômage à partir de décembre prochain. Kanaki est grandement déstabilisé par votre projet mortifère de dégeler le corps électoral restreint. L'issue se trouve-t-elle dans la suspension de la réforme du code électoral qui a mis le feu aux poudres? Je me suis engagé à ce que cette réforme ne passe pas en force aujourd'hui dans le contexte actuel et que nous nous donnions quelques semaines
afin de permettre l'apaisement, la reprise du dialogue en vue d'un accord global. Il est venu juste pour dire, les gars, je suis là, le chef est là. Ce que j'attends, c'est qu'il retire le texte. Voilà, il retire le texte. S'il ne retire pas le texte, on sait très bien que nous, on n'existe plus. On est rassurés de voir qu'il n'y a pas d'abandon de cette réforme, pas de suspension, pas de report. On va aller sur le terrain pour expliquer à nos gens, quartier par quartier, de desserrer un peu les taux. Les tensions restent vives. D'un côté, les indépendantistes, drapeau kanak bien en vue. On est obligé de remettre le barrage, le mot d'ordre, il est là, la lutte continue. De l'autre, les loyalistes. On a peur, enfin quelque part, on va sécuriser nos quartiers, donc on ne va pas baisser les barrages tout de suite. C'est pas le Far West, et donc la République doit reprendre l'autorité sur tous les points. Le bilan s'alourdit. Un 7e décès dans le Grand Nouméa. Après avoir été pris à partie par une quinzaine d'individus, un policier aurait fait usage de son arme. Il y a eu 8 mois de négociations, les partenaires sociaux ne se sont pas mis d'accord, donc maintenant, effectivement, le gouvernement travaille sur le sujet. Nouveau tour de vis sur l'assurance chômage. Jusqu'ici, pour toucher le chômage, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois. Désormais, ce serait 8 mois travaillés sur une période de 20 mois seulement. C'est pas facile, le marché du travail en ce moment. Et donc, du coup, je trouve que la réforme, elle est trop dure. Rien ne démontre que c'est en fouettant les plus fragiles et les plus précaires que vous atteindrez le sacro-saint plein emploi. Le seul objectif du gouvernement, c'est de voler quasiment 4 milliards d'euros dans les poches des privés d'emploi et des salariés. En quoi est-ce que s'attaquer aux chômeurs fait reculer le chômage ? Manon Aubry, on va d'abord parler de la Nouvelle-Calédonie où les électeurs vont se rendre aux urnes, comme partout en France, le 9 juin. Mais vous avez vu le contexte en ce moment. Avez-vous des inquiétudes sur la tenue du scrutin? On peut avoir des inquiétudes légitimes. Je pense que la situation reste abrasive sur place parce que le président de la République a animé un certain flou. C'est un pompier pyromane. Il a quand même, après avoir tout cassé, responsabilisé tout le monde sur place en disant c'est à vous de réparer. Mais pardon, la seule chose qui permettra que le scrutin se tienne dans de bonnes conditions, c'est ramener l'apaisement. Et pour ramener l'apaisement, il faut que le président de la République retire son projet de loi constitutionnel. Parce qu'Emmanuel Macron dit il faut que le calme revienne. Justement, à 15 jours des élections, tout le monde est d'accord là-dessus, non? Bien sûr, mais le calme, ça ne se décrète pas. Il faut qu'il donne un signe. Rendez-vous bien compte quand même. Ce gouvernement a foutu en l'air 35 ans de paix civile issus des accords de Nouméa, qui a un patient travail diplomatique qui a permis d'obtenir la paix, le dialogue, la réconciliation en Nouvelle-Calédonie. Et ils sont venus tout casser et le président de la République, en se rendant sur place, ne l'a toujours pas compris. Donc pour que ça se passe dans de bonnes conditions, pour retrouver le calme, il faut 1, le retrait du projet de loi constitutionnel, 2, le retour du dialogue. Juste une chose, si les élections ne pouvaient pas se tenir dans de bonnes conditions, est-ce que vous envisageriez des recours? C'est un peu tôt pour se projeter. J'ai l'espoir que le président de la République revienne à la raison. Et le cas échéant, oui, il faudra se poser la question. D'avoir des recours si le scrutin ne peut pas se tenir dans de bonnes conditions en Nouvelle-Calédonie. Mais vous avez bien compris que ce n'est pas ce que je souhaite. Bien sûr, personne ne le souhaite. Ça peut arriver, on est à 15 jours. Je souhaite que ce gouvernement arrête d'être des semeurs de chaos. Alors cependant, vous avez vu qu'Emmanuel Macron a promis de ne pas passer en force sur la réforme du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Et il se dit même prêt, si je peux me permettre, d'aujourd'hui en France, à organiser un référendum. Pour vous, la Nouvelle-Calédonie doit-elle rester française et donc dans l'Union européenne? Mais c'est aux Calédoniens de décider cela. Seulement aux Calédoniens? C'est aux habitantes et aux habitants de Calédonie. C'est important. Seulement, s'il devait y avoir un référendum, c'est seulement en Nouvelle-Calédonie. Mais qui on est, Francis Letellier et Manon Aubry, pour dire aux habitants de Nouvelle-Calédonie, à 20 000 km d'ici, de décider de leur futur? C'est précisément, je pense, la force des accords de Nouméa d'avoir réussi à mettre toutes les parties prenantes autour de la table pour retrouver un chemin et un destin commun. Parce qu'il y a un flou justement là-dessus, je voudrais avoir votre point de vue. S'il devait y avoir référendum, c'est seulement en Nouvelle-Calédonie. Oui, et je tiens à redire que le processus de Nouméa n'est pas achevé, puisque le 3e référendum qui a eu lieu en Nouvelle-Calédonie a été boycotté et contesté localement, puisqu'il s'est tenu en pleine crise du Covid, dans une période de deuil très importante pour les Kanaks. Donc il faut que ce 3e référendum localement en Nouvelle-Calédonie puisse se tenir, et qu'ensuite il puisse y avoir un accord global
pas uniquement sur le corps électoral. Parce que la Nouvelle-Calédonie étant en France, elle fait partie de l'Union européenne. Pour vous, les Outre-mer doivent-ils être traités à part dans l'Union européenne? Est-ce que ce sont des territoires à part ou pas? C'est tout le problème, c'est que ça a été les territoires oubliés de la République. D'ailleurs, on parle de régions ultra-périphériques. Est-ce qu'il doit y avoir une discrimination positive au sein de l'Europe pour l'Outre-mer? Évidemment, tenir compte des spécificités. Et vous savez, mon collègue Younous Omarjee, qui est numéro 2 sur ma liste, qui vient de la Réunion et qui est d'ailleurs le candidat en plus haute place dans toutes les listes venant des Outre-mer, il a été président de la Commission du développement régional au Parlement européen. Et il s'est battu précisément pour tenir compte des spécificités, à la fois en matière commerciale, en matière de pêche, en matière environnementale, pour ces territoires qui sont trop souvent laissés en marge. Et la crise en Nouvelle-Calédonie en est qu'un des nombreux symptômes. On va parler du chômage. 8 mois de travail sur 20 mois, ce sera la nouvelle règle à partir de décembre, pour pouvoir toucher les allocations familiales qui seront plafonnées à 15 mois d'indemnisation au lieu de 18 aujourd'hui pour les allocations chômage. Ce sont donc les nouvelles règles d'indemnisation chômage, j'ai dit familiale tout à l'heure, pour le 1er décembre. Vous ne croyez pas à cette méthode, c'est comme ça que le gouvernement en tout cas veut faire baisser le chômage. Comment expliquez-vous alors que le taux de chômage en France soit l'un des plus élevés dans l'Union européenne? D'abord, permettez-moi de dire un mot sur cette réforme de l'assurance chômage. Elle est d'une violence sociale inouïe et sans doute sans précédent. Cette réforme, d'abord, elle est profondément inefficace. Elle s'appuie sur aucune étude d'impact et même la porte-parole du gouvernement l'a dit et l'a reconnu. Elle est injustifiée. Les comptes de l'UNEDIC sont dans le vert. Donc, en fait, elle sert un projet idéologique. Je vais vous dire, cette réforme, elle est profondément injuste. L'objectif, c'est de faire la poche des Français qui sont dans la galère. Est-ce que cette réforme idéologique est imposée par les critères de l'Union européenne pour vous? C'est une conséquence logique des nouvelles règles budgétaires qui imposent la pire cure d'austérité qu'on n'a jamais vue sur notre continent. Et je veux lancer l'alerte parce que ces réformes, elles ont été votées récemment, conjointement d'ailleurs par les socialistes, les macronistes et la droite. Et ça va se traduire par une attaque sans nom à notre système de protection sociale, mais aussi derrière à nos services publics, nos hôpitaux, nos écoles. Je vous repose ma question. Comment vous expliquez que le taux de chômage en France soit supérieur à la moyenne européenne? Mais vous savez, comment on crée de l'emploi dans notre pays? C'est ça la question qui est posée au fond. Mais par rapport aux autres, puisque vous êtes député européenne, ça m'intéresse. Mais je peux aussi vous comparer le niveau d'indemnité. Le niveau d'indemnité en France, pour vous dire, c'est 46% du salaire médian. En Espagne, c'est 73% du salaire médian. Moi, je veux dire au président de la République, non, on ne trouve pas un emploi en traversant la rue, contrairement à ce qu'il pense. On crée des emplois dans notre pays avec un grand plan de relocalisation industrielle, agricole, comme ce que nous proposons, en partageant mieux le temps de travail. Parce que, au fond, cette réforme, non seulement elle va s'attaquer aux chômeurs, mais derrière, c'est tous les salariés dont le niveau de salaire va être nivelé par le bas. C'est ça leur projet politique. Votre parti, la France Insoumise, s'apprête à déposer une motion de censure à l'Assemblée nationale contre le plan d'économie budgétaire prévu par le gouvernement. Et ça pourrait intervenir, là, dans les jours qui viennent, c'est-à-dire avant les européennes. Alors, j'ai une question. Est-ce que c'est le hasard du calendrier ou est-ce que ça fait partie de la stratégie de votre campagne? Nous avions prévenu il y a un mois, le gouvernement, que s'il passait en force sur quand même 10 milliards d'euros de coupes budgétaires, sans débat à l'Assemblée nationale, sans vote, eh bien, nous déposerions une motion de censure. Force est de constater que le gouvernement continue à passer en force. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu être un mois et demi après les européennes. Là, ça pourrait arriver avant les européennes. Ça fait partie de votre campagne. Mais oui, et j'assume de dire cela. Parce que ça fait partie de la campagne. Oui, parce que la question sociale est au cœur. Et à défaut, je vais vous dire, puisque le gouvernement ne veut pas que nous votions sur leur cure d'austérité, eh bien, le 9 juin prochain doit être un grand référendum contre cette cure d'austérité, contre cette réforme de l'assurance chômage, contre la réforme des retraites, dont le seul objectif est de faire des économies sur le dos des gens qui galèrent. Et c'est bien ces gens-là que nous allons défendre. Si une motion de censure était votée par hasard avant le 9 juin, ça serait tout bénéfice pour vous? Ça veut dire que le gouvernement est minoritaire dans ce pays, et ça, on le sait déjà. Ça bousculerait la campagne des européennes. Bien sûr que ça la bousculerait, bien sûr que ça la bousculerait. Mais vous voyez, ce gouvernement ne cesse de passer en force sur à peu près toutes les réformes. Donc, bien entendu que le président de la République devrait en tenir compte et rappeler les Françaises et les Français aux urnes pour demander quel est l'avenir du pays. Est-ce qu'on veut continuer à nous faire travailler toujours plus longtemps, à prendre dans la poche des seniors, à geler les pensions de retraite, qui est une des options aussi qui est étudiée par le gouvernement, ou est-ce qu'on veut faire toute autre chose et mieux partager les richesses dans notre pays? Aux européennes, encore plus que pour d'autres élections, tout se joue dans les derniers jours, les meetings, les débats s'enchaînent pour les têtes de liste dont vous faites partie, mais les chefs de parti ne sont jamais bien loin. C'est en duo et sur leur terre d'élection que les têtes de liste affichaient cette semaine leur soutien. Jean-Luc Mélenchon à Marseille pour faire l'éloge de Manon Aubry, absente ce soir-là. Ce que nous allons faire dans cette élection, c'est la méthode de Manon Aubry,
Ce n'est pas la faveur du prince qui l'a constitué. C'est son travail, c'est son combat, c'est son courage. Un courage mis à l'épreuve dès le lendemain avec un sitting face à la police pour dénoncer Total Energy et ses projets pétroliers. Réunion de famille à Laval pour Valérie Yeye aux côtés de son mentor, le Premier ministre. Chère Valérie, toi qui nous accueilles chez toi, aujourd'hui dans ta Mayenne, où tu es née, où tu as grandi, pour laquelle tu t'es engagée. Depuis le début de cette campagne, on attend tous les deux ce moment où je vais pouvoir venir te soutenir. Gabriel Attal ne s'est pas contenté d'un simple soutien. Il l'a remplacé face à Jordan Bardella. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Qui a gagné le match? Les avis sont partagés, mais c'est bien François-Xavier Bellamy qui tire son épingle du jeu sur les réseaux sociaux. On nous a fait le coup déjà tellement de fois. En 2017, Macron-Le Pen. En 2019, Macron-Le Pen. En 2022, Macron-Le Pen. En 2024, à nouveau. Tweet vengeur, colère froide, sans doute plus efficace que le soutien du bout des lèvres de Valérie Pécresse. C'est à Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen, qu'on retrouve Jordan Bardella pour un pas de deux où le dauphin prête une nouvelle fois allégeance. Depuis le début de cette campagne, vous êtes mon premier soutien. Sachez, ma chère Marine, que je serai toujours le vôtre. Jordan, tu sais notre fierté. À te voir conduire avec tant de talent notre liste, nous avons la plus belle des histoires à écrire ensemble. Ensemble aussi, Raphaël Glucksmann et Lionel Jospin pour un tractage dans les rues de Paris, comme un clin d'œil à la gauche de gouvernement. Tout ce que tu incarnes, c'est ce dont on a besoin. C'est la clarté, c'est la fidélité, c'est la solidité et c'est l'intégrité. Si je le soutiens vraiment pleinement aujourd'hui, c'est que je pense qu'il est un des têtes de liste à être le plus légitime. Ensemble, enfin, Manon Aubry et Jean-Luc Mélenchon, qui n'ont pas épargné l'adversaire socialiste. À défaut d'avoir réveillé l'Europe, comme le dit son slogan, Raphaël Glucksmann aura réveillé les fantômes du Parti socialiste. Alors ça, c'était vous hier. Quand vous parliez des fantômes du Parti socialiste, vous pensiez notamment à François Hollande, vous l'avez même nommé. Est-ce que vous mettez Lionel Jospin dans le même camp que des fantômes du PS ? Lionel Jospin est celui qui, malheureusement, a réussi à faire perdre, échouer le Parti socialiste. Oui, mais c'était la gauche plurielle, c'était l'avant-NUPES, si vous voulez. Oui, et c'est le partage du temps de travail. Est-ce que vous le mettez dans le même sac que... Non, je le mets pas dans le même sac parce que pour moi, il y a un cap qui a été franchi au moment du quinquennat de François Hollande, qui a fait des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises comme le CICE, qui a proposé la déchéance de nationalité, qui a cassé le droit du travail avec la loi travail. Mais donc c'est bien bien. Raphaël Glucksmann. Oui, c'est un bon coup pour Raphaël Glucksmann. Il y a aussi François Hollande qui sera en meeting la semaine prochaine. Et je vois bien, il y a une forme de retour à la gauche d'avant avec Raphaël Glucksmann. Moi, ce que j'essaie de construire, c'est la gauche d'après. La gauche qui, justement, tire les leçons des échecs. Et vous savez, on ne lutte pas contre l'extrême droite en revenant sur les engagements sur la retraite à 60 ans, par exemple. Il l'a dit à votre antenne, je crois, la semaine dernière, il y a quelques semaines, où finalement, c'était revenir noir sur blanc sur un engagement qui a été pris collectivement. Il avait nuancé, disons. Oui, mais il a clairement dit que la retraite à 60 ans, ce n'était pas universel. Ce n'était pas universel, ce n'était pas ce qu'il défendait. Eh bien, c'est ce qu'ont défendu des millions de gens dans la rue l'an dernier. Et je leur dis... Ne vous faites pas tromper, que ce soit là-dessus, que ce soit des ambitions en matière de 100% d'énergie renouvelable, bref, des objectifs qui ont été inscrits noir sur blanc par la NUPES et sur lesquels ils reviennent et je le regrette. Après le débat Attal-Bardella de cette semaine, Emmanuel Macron se dit prêt maintenant à débattre avec Marine Le Pen avant le 9 juin, là encore, parce que, dit-il, ces européennes jouent aussi l'avenir de la France. Est-ce que c'est votre avis également ? Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce qui est en train de se passer. Je le vois un peu comme une forme de 49-3 électoral, de passage en force, où on déroule un tapis rouge monstrueux à l'extrême droite. Pardon, mais avec l'assentiment aussi du service public qui a organisé cette confrontation cette semaine entre Jordan Bardella et Gabriel Attal. Et on veut un peu confisquer les Françaises et les Français de leur vote. Alors que, à quoi on a assisté cette semaine ? Une petite forme de match amical sur les questions d'immigration. Un concours de mensonges sur les questions écologiques et sociales, où notamment Jordan Bardella dit qu'il s'est opposé au marché de l'électricité, ce qui est faux. Du débat, mais juste, est-ce qu'un Macron, c'est ça qui est en train de se construire. Mais est-ce qu'un Macron-Le Pen, ça vaudrait le coup avant le 9 juin ? Mais ils veulent confisquer cette élection. Il y a la dernière fois qu'il y a eu des élections dans notre pays, c'est l'élection présidentielle. Et il y a eu une conclusion très claire. Il y a 3 blocs dans notre pays. Il y a le bloc d'extrême droite, il y a le bloc
extrême libérale, au passage sur les questions économiques et sociales, ils votent la même chose. Et il y a un bloc de gauche. Et on ne peut pas oublier ce bloc de gauche qui était le bloc de la NUPES. Alors, c'est intéressant parce que... Je vais juste au bout de ma démonstration, Francis Letellier, parce que moi, je suis comme des millions de Françaises et des Français qui en ont marre de voir ces espèces de pantins qui confisquent cette élection, qui en ont marre qu'en réalité, ils votent la même chose sur l'ISF, contre la taxation des superprofits, contre la hausse du salaire minimum. Et je veux leur dire, il faut qu'on construise autre chose. Hier, sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon a estimé qu'il était légitime, lui aussi, à débattre avec Emmanuel Macron. Vous souhaiteriez-vous cette confrontation avant le 9 juin? Pourquoi pas? Un débat Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou bien Marine un débat... Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Avant le 9 juin. Mais pourquoi pas? Mais c'est contradictoire avec ce que vous venez de dire, parce que vous dites que ça confisque l'élection européenne. Non, mais pourquoi ça la confisque? Parce qu'on élude un bloc politique. C'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, dans notre pays, je pense on peut prendre un témoin les gens qui nous regardent. J'espère que tous les téléspectateurs de France 3 ne votent pas soit pour l'extrême droite, soit pour les macronistes. J'espère qu'il y a une envie d'autre chose dans le pays. Eh bien, ces gens-là, je veux leur dire, on incarne cette autre chose. On défend le programme de la NUPES. On veut taxer les superprofits. Mais ils tournent le dos au programme de la NUPES. Si vous dites, il y a un débat Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Raphaël Glucksmann va dire, attendez, moi je suis pas du tout avec le bloc de Jean-Luc Mélenchon. Il y a plusieurs options. Soit vous faites un débat entre ceux qui ont incarné le leadership politique pour les élections présidentielles, et là, c'est là qu'intervient Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Dans ce cas-là, vous êtes obligé d'inviter Jean-Luc Mélenchon. Soit vous faites un débat des têtes de liste, et moi, je me déroberai pas. J'ai déjà proposé un débat à Valérie Hayé en tête-à-tête. Elle l'a refusé. Je comprends mieux pourquoi elle se fait remplacer maintenant dans les débats. J'ai proposé un débat à Jordan Bardella, il l'a refusé. Vous voyez qu'ils se dérobent devant les débats démocratiques parce qu'ils ne veulent pas faire face à leur bilan. Et leur bilan, c'est quoi? C'est une violence sociale qu'ils partagent. Jordan Bardella, que vous mettez à l'écran, pardon, mais c'est le larbin des grands patrons, c'est le ventriloque du 440. C'est le Emmanuel Macron de rechange en matière économique et sociale. Donc c'est pour ça que je me bats pour ouvrir un peu d'air, un peu d'espoir pour construire autre chose. En face de vous et à mes côtés, Laurence Perron. Bonjour Laurence. Bonjour Francis. Journaliste politique à France Inter pour sa carte blanche. Bonjour, et on va Manon parler Aubry. de ce qui s'est passé hier au meeting justement d'Aubervilliers. Oui, parfaitement. Et là, je vous entendais parler de bloc de gauche. Quand on vous entend parler de vos copains à gauche, c'est plus vraiment des copains. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez expliqué que le seul vote écologique était le vôtre. C'est une mauvaise manière pour Marie Toussaint. D'abord, c'est quoi l'enjeu dans cette élection? On n'est pas seul. Et moi, je n'ai eu de cesse depuis le début de la campagne de défendre le programme et le projet de la NUPES. J'ai même proposé une liste commune. Alors ça, c'était avant. Mais est-ce que Marie Toussaint ne représente pas un vote écologiste ce que je dis, qui pourrait être intéressant? C'est qu'on avait même proposé la tête de liste aux écologistes. Aujourd'hui, ils ont préféré faire bande à part. Je constate de fait qu'aujourd'hui, ils sont en difficulté. Et je veux dire à toutes celles et à tous ceux qui croient à l'écologie politique que la manière la plus sûre... Vous êtes en train de leur faire les poches. Non, la manière la plus sûre d'envoyer des députés écologistes aujourd'hui au Parlement européen, c'est d'envoyer des députés de la France Insoumise, celles et ceux qui étaient aux côtés des activistes de l'AG de Total. Parce que les vrais criminels... Mais eux étaient là aussi. Et alors, qu'est-ce qui se passe si au soir du 9 juin, finalement, vous terminez, comme vous le disent les sondages, tous un peu côte à côte avec un Raphaël Glucksmann plus haut? Je voudrais juste quand même, Laurence... Est-ce que ce serait un échec pour cette stratégie? Oui. Une question à la fois. Vous allez y revenir, mais je voudrais quand même creuser un petit peu. Est-ce que, quand vous faites cet appel aux écologistes, c'est un vote utile à gauche que vous appelez? Mais il y a une règle dans une élection qui est à moins de 5%, vous n'avez pas d'élu. Les sondages, c'est des sondages pour l'instant. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, si on veut avoir une certitude d'avoir des élus écologistes, je vous le redis, qui sont aux côtés des activistes... Il ne faut pas voter Marie Toussaint. Qui sont aux côtés des activistes pour le climat, qui disent les mots et les termes. Patrick Pouyanné, le PDG de Total, est un criminel parce qu'il détruit la planète et il continue... Les écologistes le disent aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire chuter Marie Toussaint? Je ne dis pas qu'il faut chuter Marie Toussaint. Je prends acte du fait qu'aujourd'hui, ils sont en difficulté. Donc je dis, venez nous aider, regroupons-nous. C'est donc le vote utile. C'est donc le vote utile à gauche. Sur ma liste, il y a aussi un député comme Damien Carême, qui est un député qui siégeait dans le groupe et qui était sur la liste de Marie Toussaint en 2019. Il y a Camille Hachez, la responsable des jeunes écologistes. Je veux juste savoir, est-ce que c'est un appel au vote utile à gauche? C'est un appel à un vote efficace. C'est pareil qu'utile. C'est efficace. Et alors, est-ce que ça ne laissera pas des traces, justement, après le 9 juin? C'est-à-dire que là, à aller s'affronter clairement, expliquer que le vote utile, c'est vous, et donc pas les écologistes, expliquer que Raphaël Glucksmann, c'est d'une certaine manière l'allié putatif d'Emmanuel Macron, en tout cas dans ses votes, et le retour des fantômes, est-ce que
Là, on n'est pas en train de refaire les gauches irréconciliables. Non, moi, j'ai jamais théorisé les gauches irréconciliables. Et vous savez, moi, je vais continuer à défendre ça. Alors, ça paraît un peu bête, c'est le programme de la NUPES, mais c'est ce qu'on a signé ensemble. Moi, il y avait le nom de nos 4 partis. Sans savoir qu'ils ne s'y reconnaissent plus. Bah, c'est pas de ma faute s'ils signent quelque chose il y a 2 ans pour se faire élire à l'Assemblée nationale et après ils tournent le dos. Et je pense qu'il y a des millions de gens dans le pays qui sont orphelins de cette gauche qui veut rassembler, qui veut construire. Et donc, je suis constante, je la défends d'ici le 9 juin, mais je la défends après le 9 juin. Je continuerai à défendre la même chose. Imaginons, je ne crois pas à cette irréconciliabilité sur la base où on a un programme qui est clair, mais il ne faut pas lui tourner le dos. Alors, Raphaël Glucksmann, très clairement, lui tourne le dos en refaisant alliance avec les anciens du PS que vous appelez les fantômes. Est-ce que si le 9 juin il est en tête, il est en situation de faire l'union d'une autre manière, en imaginant une nouvelle union à gauche? Je vois bien qu'il y a une tentative de faire de cette campagne une forme de campagne contre Jean-Luc Mélenchon. Mais en réalité, ce qui lui pose problème, c'est la ligne incarnée par la France Insoumise. C'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est les 100% d'énergie renouvelable, c'est le 60 ans... Est-ce que vous ne pensez pas quand même que la figure de Jean-Luc Mélenchon de retraite à 60 ans est alignée auprès des classes social-démocrates? C'est un peu facile de dire ça. Jean-Luc Mélenchon, il a fait 22% à l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, en 2022, entre-temps, il y a eu Gaza, entre-temps, Jean-Luc Mélenchon, il a créé la NUPES. Et moi, je continue de penser qu'on peut se rassembler autour de ce programme-là. Mais pour ça, oui, pardon, mais on ne peut pas réanimer les fantômes du passé comme François Hollande. Parce que ces échecs-là, on devrait tous en tirer des leçons. Et je regrette qu'ils n'en tirent pas les leçons. Je regrette qu'on revienne en arrière sur des choses qui ont été tranchées, qui nous ont permis de la clarté. Donc, si jamais on veut faire je vais être très claire. Je veux du regroupement le plus large possible, mais dans la clarté. Et ça pourrait être sans Jean-Luc Mélenchon. On voit par exemple que François Ruffin... Vous voulez enterrer Jean-Luc Mélenchon? Non, je ne veux pas enterrer Jean-Luc Mélenchon, mais manifestement, il est abrasif, il est urticant pour une grande partie de la gauche et des électeurs de gauche. Est-ce qu'un François Ruffin, par exemple, qui commence à percer un petit peu auprès de l'opinion publique, pourrait éventuellement être une figure pour 2027? C'est notre force à la France Insoumise, c'est qu'on a plein de figures, plein de personnes qui peuvent nous représenter. C'est encore un peu loin, 2027, mais tant que c'est fait dans un programme de clarté sur la base du programme de la NUPES, nous aurons sans doute différentes options. Et ne croyez pas que le problème, au fond du fond, c'est Jean-Luc Mélenchon. Le problème, c'est la ligne politique qu'on incarne. Et je le dis, nous n'en déverrons pas parce que on y croit fermement que c'est possible, que la 6e République est possible, que la retraite à 60 ans est possible, que la planification écologique est possible. Et ça, on ne s'assiera pas dessus, comme le fait le Parti socialiste. Et donc, les résultats de l'élection européenne vous donneront quand même un signe. Imaginons que vous soyez très très distancé par la social-démocratie. Vous avez dit la même chose en 2019. Yannick Jadot avait fait 13% en 2019 et vous vous souvenez tous du score qu'il a fait aux élections présidentielles. Je pense en effet qu'il faudra tous qu'on se reparle après cette élection européenne. Moi, je suis en tout cas disposée, y compris à faire une proposition en disant, en toute hypothèse, nous voulons rassembler sur le programme de la NUPES. Mais ça ne pourra pas se faire avec ceux qui lui ont tourné le dos pendant la campagne. Donc pas avec Raphaël Glucksmann, par exemple. Ça me semble difficile, mais je pense qu'il y a plein de militants socialistes, plein d'électeurs socialistes. Raphaël Glucksmann, pour vous, il sera sorti du jeu. Et le PS sera sorti du jeu. C'est lui qui a fait le choix. Je crois, y compris chez les militants socialistes, voire même chez certains élus socialistes, qu'il y a des gens qui croient au programme de la NUPES. Et Raphaël Glucksmann, pour vous, n'est pas une relève à gauche. Ah, excusez-moi, Raphaël Glucksmann qui tourne le dos à la retraite à 60 ans, qui veut créer de nouveaux EPR, ça commence à faire beaucoup quand même. Donc je ne crois pas à cela, mais je pense que notre responsabilité justement c'est d'inventer autre chose, mais qu'on ne doit pas partir d'une feuille blanche et qu'on a le programme de la NUPES. Je continuerai à le défendre et je continuerai à dire aux gens que il nous faut nous donner le pouvoir de créer autre chose dans le pays, sinon on sera précisément condamné à ce duo. Merci Laurence. La France, l'Allemagne, ce sont 2 piliers de l'Europe. Emmanuel Macron entame cet après-midi une visite d'État en Allemagne. La dernière remonte à 2000 et à Jacques Chirac, président de la République. Pour vous, cette visite officielle d'Emmanuel Macron en Allemagne, est-ce qu'elle arrive au bon moment pour rappeler justement que la France et l'Allemagne sont des piliers de l'Europe ? Ça devrait être une occasion pour Emmanuel Macron de dire quelques vérités à l'Allemagne. Et je prends un exemple. Il a été beaucoup question ces derniers mois de l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Cet accord de libre-échange est activement promu par l'Allemagne qui veut vendre des voitures au Brésil et aux pays voisins. Moi, ce que j'attends du président de la République, c'est qu'il dise maintenant stop, on ne veut pas de cet accord de libre-échange. Et la vérité, c'est que le président de la République se dérobe sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres. Mais l'Allemagne, pour vous, c'est un allié sûr en Europe pour la France ou pas ? Mais moi, je veux qu'on défende des intérêts en matière sociale et écologique. Donc, à chaque fois que l'Allemagne nous impose des accords de libre-échange, à chaque fois que l'Allemagne nous impose l'austérité budgétaire qu'on évoquait, pas un bon exemple, il faut avoir le courage d'affirmer une autre voie. Oui, il faut avoir le courage d'affirmer une autre voie. Par exemple, quand l'Espagne propose la reconnaissance de l'État
l'État de Palestine, quand l'Espagne augmente le salaire minimum, je trouve que c'est un modèle un petit peu plus intéressant que l'Allemagne, qui est le chef de l'orthodoxie budgétaire, qui sacrifie les services publics. Donc non, il faut que la France retrouve sa voie, notamment pour lutter contre le libre-échange et protéger notre agriculture et notre industrie. Merci Manon Aubry d'avoir accepté notre invitation. Dans 10